بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la suite du chapitre numéro 2. Nous sommes arrivés au capteur à jauge d'extensiométrie. Quel est leur principe? C'est que la résistance d'un condensateur est donnée par la fameuse relation. Nous avons R égale ρ par L sur L. C'est quoi ρ? C'est bien la résistivité en ohms par mètre. C'est quoi L? C'est la longueur en mètres. S, c'est la section en mètres carrés. Nous avons que la déformation du conducteur, ou bien ce qu'on appelle le jauge, modifie la longueur L, entraînant une variation de la résistance grand R. La relation générale pour les jauges, elle est la variation de R par rapport à L0 est égale à K, la variation de L, la longueur, par L. Donc, delta R, c'est la variation de la résistance. R0, c'est la résistance au repos. K, c'est le facteur de jauge. Delta L, c'est la variation de la longueur. L, c'est la longueur au repos. Maintenant, on va voir le fonctionnement d'une jauge simple. Comme vous voyez sur la figure, nous avons une résistance mesurée R0 qui passe à travers un jauge avec un support, une longueur, une piste résistive et un corps déformable. Donc, la jauge est constituée d'une piste résistive collée sur un support en résine. Le tout est collé sur le corps. Donc, on veut mesurer la déformation, bien sûr. Le corps au repos, nous n'avons pas d'allongement. Donc, dans cette figure, on voit un jauge d'extensiométrie. Si nous avons des corps ayant subi un étirement, donc ce qu'on appelle effort de traction, quand vous voyez sur cette figure, nous avons des jauges d'extensiométrie et on subit un étirement cette fois-ci. Donc, la résistance mesurée, ça sera R0 plus delta R et la longueur, ça sera L plus delta L. Nous avons une remarque. Dans le cas d'une contraction, la résistance de la jauge serait R0 moins delta R. Nous avons un conditionneur de signal, ce qu'on appelle un pont de Weston. Quand vous voyez sur la figure, donc nous avons des résistances quelconques avec un jauge après étirement R0 plus delta R. Et R0, c'est le jauge au repos. La tension de sortie V du pont à l'expression suivante. Donc, nous avons V égale E multiplié la tension d'entrée multipliée par R0 plus delta R sur la somme de toutes les résistances 2 fois R0 plus delta R moins R divisé par R plus R. Donc, est égal à E multiplié par delta R sur 4 R0 plus delta R. Nous avons en général la variation delta R est petite devant R0. La relation se simplifie alors pour devenir quasi linéaire. Donc, on obtient V qui est égal à E par à peu près E multiplié par delta R, la variation de résistance, sur 4 fois la valeur R0 ou bien 4 fois la valeur de jauge au repos. Donc, vous voyez sur la figure R0 et R0 plus delta R. On aura le rapport delta R0 sur delta R sur R0 est égal à K par delta L sur L. Donc, c'est la longueur bien sûr, L. Sixièmement, on va voir les capteurs de température. Voici dans la figure 17 le principe de fonctionnement d'un thermocouple. Nous avons deux métaux A et B et une soudure qui relie les deux métaux avec une température à mesurer T2. Donc, on va commencer par, toujours avec les capteurs de température, on va commencer par un thermomètre à thermocouple. On constate que si la température T2 est différente de T1, alors il apparaît une tension U aux bornes des deux fils soumis à la température T1.
Bien sûr que le phénomène inverse est aussi vrai. Si on applique une tension, alors il y aura un échauffement ou un refroidissement au point de liaison des deux conducteurs. C'est un module à effet Peltier. Quelles sont les applications des photos, des thermocouples, pardon, la thermotempérature? C'est pour la mesure des hautes températures donc, qui vont aller 900 à 1300 degrés Celsius. Deuxième type, ce sont les thermistances. C'est quoi une thermistance? Une thermistance, c'est un composant dont la résistance varie en fonction de la température. En première approximation, la relation entre résistance et température, elle devient la relation suivante. Rθ est égal à R0 multiplié par 1 plus alpha fois θ. Rθ, c'est la résistance à la température. R0, c'est la résistance à la température 0 degré. Alpha, ou bien le A, c'est le coefficient de température. Nous avons une remarque qui dit si A est positif, alors on a une thermistance, CTP. Quand R augmente, θ augmente. Si nous avons A est négatif, alors on a une thermistance CTN. R diminue quand θ augmente. On peut aussi alimenter la thermistance avec un générateur de courant. La tension à ces bornes sera donc proportionnelle à la résistance. Troisième type de capteurs, ce sont les capteurs à sortie numérique directe. On trouve actuellement sur le marché des capteurs de température à sortie numérique directe de type serré. Donc, il s'agit notamment de capteurs Dallas qui sont classés en deux catégories. On va commencer par le premier. Ce sont les capteurs à sortie I2C de fil, le DS 1621. Donc, ce capteur DS 1621 peut mesurer une température variant de moins 55 degrés à plus 125 degrés, avec une précision de 0,5 degrés Celsius. Donc, pour transmettre la mesure 9 bits, elle utilise la norme I2C qui consiste à transférer les bits de mesure sur la ligne SDA en synchronisation avec la ligne SCL, ce qu'on appelle l'horloge. Donc, voici dans ce tableau la température et les relations de données. Nous avons la température, la sortie digitale binaire et la sortie digitale en hexa. Nous avons que le DS 1621 possède aussi d'autres fonctions. Il est adressable physiquement sur 3 bits. Nous avons A0, A1 et A2, ce qui permet d'en utiliser 8 sur la même ligne SDA et SCL. Il possède une fonction thermostat qui permet de commander un chauffage, donc des températures hautes et températures basses, par l'intermédiaire de la ligne et tout, même lorsque le capteur est déconnecté du matériel informatique. Nous avons le deuxième type, ce sont des capteurs assortis I2C de fil le DS 1820. Ce capteur DS 1820 peut mesurer une température variant de moins 55 degrés Celsius à plus 125 degrés Celsius avec une précision maximale de 0,125 degrés Celsius. Donc, pour transmettre la mesure, nous avons une résolution réglable de 9 à 12 bits. Elle utilise la norme Button qui consiste à transmettre en série sur un seul fil le résultat de la mesure. Donc, la ligne VD peut être connectée à la masse G1D. La ligne DQ supportera à la fois l'alimentation et la transmission des données ou l'appellation pardon. Il suffit donc de deux fils DQ et G1D pour alimenter et communiquer avec ce capteur. On trouve dans ce quatrième tableau la température, la sortie binaire et la sortie hexadécimale. Nous avons que le DS 1820 possède aussi d'autres fonctions.
Il est doté d'une adresse qu'on appelle un numéro de série affecté en usine et définitive. Il est codé sur 8 octets, ce qui permet d'utiliser en théorie un très grand nombre de DS 1820 sur la même ligne. Nous avons deuxièmement une alarme de température peut être paramétrée et à la consultation de celle-ci se fait par lecture d'une zone mémoire, ce qu'on appelle une adresse ou bien donnée. Pour les capteurs software, donc il s'agit d'un programme software installé dans un terminal tel que le PC ou bien des smartphones. Il est utilisé pour à la fois capter et analyser des données généralement numériques. Si on va prendre un exemple, celui dans le Wireshark qui est utilisé pour capter les trames Ethernet ou même les capteurs via les commandes EOS Cisco, Show XX peuvent être considérés comme une sorte de capture software. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre numéro 2 pour la classification des capteurs en télécommunication. On va voir ensemble dans la prochaine vidéo, le chapitre numéro 3. On va voir des exemples de capteurs. Parmi ces capteurs, on trouve des microphones, les capteurs CCD, les capteurs de champ, RF et capteurs numériques, software pour tram. D'accord? On va s'arrêter ici. Je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour votre attention.